Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement. Encore une fois, je tiens à remercier le Musée de la Civilisation qui nous accueille pour le tournage de cette émission. Mélanie, aujourd'hui, la thématique porte sur la préservation et la valorisation des infrastructures vertes. J'ai l'impression que par rapport aux autres thématiques qu'on a abordées depuis le début de la saison, là, on nous amène un petit peu ailleurs. Puis j'aimerais que tu m'expliques pourquoi vous l'avez choisi, la thématique, puis peut-être faire les liens avec ce qu'on a vu précédemment. Bien, en fait, on a parlé beaucoup des problématiques, justement, des contaminants, de la contamination qui se fait. On a voulu, après ça, parler de comment on peut mieux protéger l'eau à la source. Comment la protéger? C'est en protégeant nos milieux naturels. Ils nous rendent des grands services. C'est souvent... Quand on regarde la valeur des terrains, une forêt va coûter moins cher qu'un lot où on pourrait développer. Ouais. C'est la même chose que souvent les milieux humides, c'est ce qui vaut le moins cher. Mais la valeur écologique de ces milieux-là est super importante. On sait maintenant, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, que de protéger les milieux naturels, c'est ce qui est le mieux en termes économiques. Excellent. Écoute, je te propose d'aller écouter ce que nos invités avaient à dire. Et puis, on reviendra. J'aimerais ça peut-être en fin d'émission qu'on positionne la situation de la Ville de Québec par rapport à d'autres exemples qu'on a ailleurs dans le monde. Allons voir ce que nos invités avaient à raconter. Bien, merci, Jérôme, de prendre du temps avec nous. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation des écosystèmes, c'est pas un concept qui est super clair dans la tête de tout le monde. Puis je suis content qu'on commence avec toi parce que je vais te demander de nous l'expliquer. L'idée, c'est d'essayer de trouver une façon d'imager à quel point les individus, les collectivités reçoivent des bénéfices de la nature. On a tendance à parler d'économie de seulement ce qui est sur des marchés économiques. Alors que finalement, la théorie économique, ça nous dit c'est le bien-être humain. Qu'est-ce qui affecte notre bien-être, notre utilité? Qu'est-ce qu'on veut améliorer en ce sens-là? Donc, sur la définition même de l'économie, c'est pas seulement de la finance des marchés, c'est cet ensemble de choses-là qui nous affectent au quotidien. Si on regarde là, juste une forêt, là, si on veut vraiment caricaturer la chose, là, oui. La forêt, d'un point de vue économique, là, pour un industriel, elle pourrait avoir une seule valeur, c'est lorsqu'elle est couchée, lorsqu'on coupe le bois puis on le vend sur un marché économique. Mais si on se met dans une perspective de bien-être collectif, de bien commun, on pourrait représenter différentes valeurs à cette forêt-là quand même lorsqu'elle reste debout. On peut penser par exemple à tout ce qui est relié au récréotourisme. Donc on peut valoriser la forêt pour amener des gens qui auraient un droit d'entrée à payer. De plus en plus, on parle de marché du carbone, des crédits carbone. Donc, on peut utiliser le carbone forestier comme, là encore, un moteur économique. Il y a toute la représentativité des habitats pour la biodiversité dans ce secteur-là, où on peut, là encore, trouver des justes soutiens pour rentabiliser cette forêt-là. Quand on veut aménager notre territoire dans une perspective de 15, 20, 30 ans, on se base sur des indicateurs. On sait qu'il va y avoir des nouveaux quartiers avec tant de population, on va pouvoir retirer des taxes, il y a des axes routiers, autoroutiers, etc. Et on a besoin également d'indicateurs sur la nature, donc des grands parcs qu'on veut faire, des espèces menacées, mais ce nouveau concept-là de service écologique peut être aussi mobilisé pour représenter la qualité d'un environnement. En fait, les milieux humides, on peut les voir comme des infrastructures vertes, hein, des habitats naturels qui vont nous procurer des services qu'on appelle des services écologiques. C'est les bénéfices qu'on retire de ces milieux-là. Par exemple, la capacité des milieux humides à filtrer l'eau, donc épurer les eaux, la capacité de recharger les aquifères, les nappes souterraines. Les milieux humides vont aussi avoir un rôle de régulation des débits en rivière, soit en période de crue, donc ça va atténuer les crues, ou en plein été, lorsqu'il fait en période de sécheresse, ils vont soutenir les débits en rivière. C'est un service qui est difficilement remplaçable là, par des infrastructures humaines ou construites. La métrique la plus simple à faire, ce serait de se dire, bien, si on transforme un habitat naturel, on vient de facto de perdre les services qu'ils nous fournissaient et il y a certains services qui sont essentiels, qui étaient fournis par cet écosystème, il faut les remplacer. Donc, pensons par exemple à un milieu humide là, complexe près d'une rivière. Si on vient anthropiser la berge, donc on vient la bétonner jusqu'au bord, bien là, on change l'hydrologie du système, puis peut-être qu'on va générer des inondations dans certains secteurs habités. Donc ici, il y a une façon de calculer l'effet de la perte de ce service écologique-là
On peut calculer la perte en termes de mètres cubes d'eau, mais on peut aussi calculer cette perte-là en termes de coût, d'impact de l'inondation qui aura été engendrée par ça. Est-ce que c'est ces différents événements-là qui nous ont amenés à un peu plus réfléchir sur les rôles réels de nos écosystèmes naturels, par exemple? Oui, mais je pense que ça a été un déclic majeur, là. On a, dans les 75 dernières années, dans les années d'après-guerre, il y a eu vraiment une accélération de l'industrialisation, puis cette idée-là qu'on pouvait tout régler par des technologies. Donc, jusqu'à tout récemment, quand on parlait d'infrastructure, c'était un construit humain, hein. On fait un aqueduc, un trottoir, une piste cyclable, on construit l'infrastructure, mais on n'a jamais réfléchi, jusqu'à tout récemment, à ce service public-là, à ces bénéfices-là fournis par la nature. Donc, l'idée de dire que 1,1 milliard de dollars par année nous est offert gratuitement par la nature, ça vient déjà lever un drapeau en disant, bien là, c'est tout un secteur économique qu'on doit préserver, en plus d'avoir une série de bénéfices écologiques, sociaux, sanitaires. Plusieurs maires le disent depuis longtemps, ici et ailleurs dans le monde. Il faut changer la fiscalité municipale pour que un maire, dans son budget de la ville, voit arriver autant de revenus pour un marais préservé que pour un condo qui l'a remplacé. Donc, on doit protéger, restaurer les systèmes naturels, et ça, c'est le tiers de la lutte au changement climatique. Sur un territoire, il peut y avoir des endroits où on a perdu des milieux humides au profit soit des terres agricoles ou de d'autres utilisations. Ces terres-là pourraient être reconverties en milieux humides par de la création de milieux humides. Il faut savoir qu'on ne peut pas créer un milieu humide n'importe où sur le territoire, et les endroits propices à la création de milieux humides sont quand même assez restreints ou assez rares là, sur un territoire. Donc, on ne pourrait pas se permettre, par exemple, de détruire tout plein de milieux humides en se disant on va en créer, peu importe où sur le territoire. Ça se passe pas comme ça. Les plaines d'Abraham, par exemple, c'était des terres agricoles. Il n'y avait pas d'arbres là-dessus quand c'est devenu parc. Le reste a été planté, aménagé, pensé. Et aujourd'hui, 100 ans, un peu plus de 100 ans après, c'est formidable. En fait, quand on construit un milieu humide, il faut s'attendre à attendre plusieurs années avant le retour de la structure, des composantes, des fonctions et des services écologiques. Les retours les plus rapides, on a noté dans la littérature que c'était pour les fonctions hydrologiques. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui peuvent prendre des décennies, voire 100 ans avant de revenir. C'est pas instantané là, de retrouver les fonctions. Alors, les MRC ont à produire un plan régional. Ils soumettront au ministre en 2022, juin 2022, leur plan. Et dans le plan, ce qu'on va retrouver, ça va être une caractérisation, répartition des milieux humides, et les MRC doivent identifier les milieux humides qui sont d'intérêt pour la conservation. Elles doivent aussi cibler les milieux humides à restaurer et aussi les endroits où on pourra créer des milieux humides. On a listé, sans rentrer trop dans les détails, mais plus de 20 potentiels, 20 programmes politiques, lois, où on est capable d'utiliser ce levier-là de services écologiques pour améliorer la qualité de l'environnement. Pensons par exemple au plan de développement de la zone agricole. Comment on est capable, dans un plan d'aménagement du secteur agricole dans la région, d'intégrer cette idée de service écosystémique? On pourrait dire, par exemple, bien, essayons de mettre un programme qui va soutenir les agriculteurs dans l'instauration de bandes riveraines élargies sur leurs terres. Donc, on va les compenser pour la perte de revenus, on va leur donner un bon accompagnement. Et en termes de communauté, on va bénéficier de cette infrastructure naturelle parce que ça va nous donner une eau de meilleure qualité, ça va séquestrer du carbone, ça va favoriser les habitats pour les pollinisateurs, la circulation de la biodiversité. Donc, on a listé une série comme ça de stratégies d'intervention pour améliorer la production de services écologiques sur le territoire. Il faut comprendre qu'avec la nouvelle loi sur les milieux humides qui a vu le jour en juin 2017, on demande aux gens qui vont vouloir faire des projets en milieu humide, qui vont détruire des milieux humides, de fournir des compensations monétaires. Cet argent va dans un fonds au ministère. Il va être redistribué au MRC pour la création, la restauration de milieux humides. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile de retrouver les fonctions naturelles d'un milieu humide dans un espace de temps restreint. Donc, un décalage dans le temps pour retrouver les fonctions, les services écologiques propres au milieu humide. Donc, on doit pas nécessairement compter sur les compensations pour maintenir là,
collectivement les fonctions des milieux humides. Je pense que ce qui fait qu'on veut aller dans un milieu naturel, c'est justement parce que c'est naturel. Donc, ce qu'on aime, c'est la nature, c'est de voir, en fait, les arbres, les oiseaux, les plantes, l'eau, dans le fond, dans son caractère intrinsèque. Ce qu'il faut faire attention, c'est sûr, c'est de ne pas détruire ça. Tu sais, c'est le piétinement, les foules, les déchets et tout ça, bien, ça contribue à polluer le milieu, puis ça devient beaucoup moins attractif. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir accepté plutôt de participer à l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle on parle de l'importance de la valorisation des espaces verts et des milieux naturels. Et il semble que ce soit dans la volonté de la Ville de Lévis d'offrir de tels milieux à sa population. C'est qu'on s'est dit pourquoi ne pas créer des grands parcs urbains, donc identitaires, mais en même temps les relier entre eux afin de faciliter le déplacement de notre population, les week-ends, les fins de semaine, etc., où les gens viennent s'y promener, s'y balader. Alors donc, c'est un petit peu l'objectif qu'on avait. Et ici, le Quai Paquette devient comme un point central où les gens se rassemblent et on peut partir d'ici, aller vers la rivière Etchemin, aller vers la rivière Chaudière, parce qu'un autre grand élément qu'on va développer au cours des 2 prochaines années, c'est le parc des Chutes de la Chaudière. Parce qu'à partir d'ici, il va être possible de se rendre au parc des Chutes de la Chaudière. On est en train de regarder l'ancien pont Garneau. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Lévis, l'ancien pont Garneau, qu'on pourrait restaurer. Et donc, les vélos pourraient traverser les piétons. Et à partir de l'autre côté, à partir de l'affluent de la Chaudière, les gens vont pouvoir se rendre dans un parc linéaire, donc entièrement dédié. Donc, vont pouvoir se rendre jusqu'aux chutes de la Chaudière, imaginez-vous. Alors ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Et actuellement, nos parcs linéaires connaissent un succès inespéré. On a 15 à 20 d'achalandage, d'augmentation d'achalandage à chaque année. Alors, c'est quand même assez impressionnant l'impact que peuvent avoir le développement de cette nouvelle filière de parcs linéaires et toute l'interconnexion des pistes cyclables entre elles. Donc, je pense que ça a beaucoup d'impact. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant le fleuve et les affluents, on les protège contre toute autre forme d'utilisation. Parce que nous, en se portant acquéreur de tous les terrains le long de la rivière Etchemin, on vient de créer des zones de verdure le long de ces axes-là, bien sûr, en respectant la faune, la flore qu'il y a là. Quand on demeure près d'un parc, c'est naturel d'y aller. Si c'est à 10 ou 15 minutes de marche, là, la fréquentation augmente beaucoup. Si le parc est grand, ça augmente. Si c'est un parc bien aménagé, avec beaucoup de choses à faire, que ce soit des milieux naturels pour observer la faune, les oiseaux, les fleurs, tout ça. S'il y a des beaux sentiers, ça augmente encore. C'est de donner, dans le fond, aux citoyens la possibilité d'aller à d'autres endroits, de s'approprier ces endroits-là, de découvrir des choses qu'ils soupçonnaient même pas, en fait, qu'ils n'avaient jamais vu, des paysages intéressants. Développer une offre récréo-touristique aussi, développer une offre plus sportive sur, par exemple, il y a du kayak en eau vive que certains font parce qu'ils savent qu'à certains endroits, ça vaut la peine d'aller. Mais nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'être capable de rendre ça plus accessible, en fait, à la population. Le long de la rivière Etchemin, il y a de magnifiques chutes, alors que les gens n'ont jamais vu. Les gens nous écrivent, et imaginez-vous, nous envoient des photos. Une personne, par exemple, qui faisait une randonnée le matin, qui a vu 3 chevreuils dans le parc de la rivière Etchemin. Donc, c'est quand même assez exceptionnel comme milieu de vie. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. L'autre élément, c'est qu'on vise aussi à assurer l'accès à ces parcs-là 4 saisons. On commence par l'été, l'automne, le printemps, là, mais notre objectif, c'est d'aller encore plus haut. L'objectif, c'est quoi finalement? Préserver les bordures de cours d'eau, les redonner à la population et faire en sorte, à un moment donné, qu'on puisse créer des interconnexions et tout interrelier entre elles les ex-villes, ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers de la ville. Alors donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on est en train de faire, parce qu'à partir des ponts,
en allant vers Saint-Nicolas, l'accès au fleuve est moins intéressant. Alors, ce qu'on a fait, c'est que l'an dernier, on a négocié des acquisitions de terrain avec les diverses communautés religieuses et on va annoncer bientôt, l'acquisition de terrains stratégiques pour réaliser un magnifique parc dans l'ouest de la ville, qui va être aussi interconnecté avec un réseau cyclable qu'on espère à côté de Marie-Victorin et qui va être entièrement relié avec tout le secteur que vous voyez ici. Ici, on a quand même fait un effort important sur le fleuve, le long du fleuve. Moi, je les fréquente tous. Je promeus à longueur d'année la fréquentation des parcs, qu'ils soient sur les bords de rivières, de fleuves, de lacs ou en forêt. Je trouve ça, je les ai tous faits dans la région de Québec. Il n'y en a pas un que je ne connais pas. Alors moi, je vous dis, il y en a. On est choyé à Québec. Tant que ça dure et tant qu'on continue à faire des efforts de les garder intacts, de les connecter entre eux. Ça, je pense que ce serait peut-être la prochaine étape formidable, ce serait qu'on puisse faire des randonnées pédestres en ville, qui dureraient quelques jours, qu'on pourrait faire d'un bout à l'autre de la ville en nature, mais avec son sac à dos, puis coucher dans un hôtel le soir, c'est plus confortable. Il y a plusieurs projets qui visent à protéger les milieux naturels. Il y a notamment le projet Rêvons nos rivières. Oui, Rêvons nos rivières, c'est un projet qu'on a lancé récemment, mais c'est un très gros projet de planification, entre autres, et de vision. Ça se veut une planification, une grande vision sur 20 ans, en fait, de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos rivières. C'est sûr qu'il y a beaucoup de rivières sur le territoire de Québec. C'est les 4 principales rivières qui sont dans Rêvons nos rivières, dont la Saint-Charles avec son affluent qui est la Duberger, la Cap-Rouge, vous avez la Beauport, puis la Montmorency. C'est des rivières, en fait, qui ont fondé Québec. C'est des rivières qui sont... qui, dans le fond, se jettent dans le Saint-Laurent. C'est des rivières importantes. Et ce qu'on veut dans Rêvons nos rivières, c'est se donner cette vision-là de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos rivières pour les 20 prochaines années. Puis on dit, 20, ça sera peut-être même 30, 40, mais pour les prochaines années, c'est donner une planification qui va nous permettre d'aménager les rivières. Mais je dis aménager, mais il faut être prudent dans le mot aménagement. C'est pas de recréer la promenade Samuel de Champlain dans une rivière boisée comme Beauport ou des choses comme ça. C'est de donner, dans le fond, aux citoyens la possibilité d'aller à d'autres endroits, de s'approprier ces endroits-là, de découvrir des choses qu'ils soupçonnaient même pas, en fait, qu'ils n'avaient jamais vu, des paysages intéressants. C'est vraiment de faire découvrir à Québec que Québec, aux gens de Québec, que Québec, c'est vraiment une ville d'eau et de profiter de ça pour être capable d'aller plus loin, 4 saisons, tout en respectant le caractère naturel quand même de ces milieux-là. Les milieux naturels, c'est assez formidable l'effet que ça peut avoir sur notre santé. La première chose qui est évidente, c'est que quand on va dans un milieu naturel, on bouge. Et ça, en soi, c'est très bon. On est tellement, dans notre vie moderne, axé sur les écrans. En moyenne, 58-60 heures par semaine devant un écran. Alors, c'est un gros bénéfice, c'est l'aspect bouger. Le deuxième bénéfice, c'est que ça nous délasse complètement. C'est au point de vue mental, santé mentale. C'est assez formidable aussi. On déstresse. On peut mesurer l'hormone du stress dans la salive. Là, ça s'appelle le cortisol salivaire. Et puis, en dedans de 10 minutes où on arrive dans une belle forêt, sur le bord d'un lac ou dans un marais pour faire de l'ornithologie, les niveaux baissent de moitié. Il y a même des thérapies que les Japonais pratiquent depuis longtemps de se déstresser en forêt, d'y aller seul ou en groupe et de guérir son âme, en quelque sorte, avec les milieux naturels. Je pense que la perception des gens, que les gens ont des milieux humides, change tranquillement dû au fait qu'on véhicule beaucoup leur rôle dans la société. Les gens comprennent aussi l'importance des milieux humides pour la protection de l'eau, un enjeu qui s'en vient majeur et critique.
Également, les gens voient des exemples dans d'autres juridictions où on a protégé les milieux humides pour sauver, entre autres, des coûts de construction d'usines d'épuration des eaux, entre autres. Dans les Catskills, on n'a pas protégé seulement les milieux humides, mais des milieux naturels où on a évité des coûts d'infrastructures majeurs. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus au fait des bénéfices qu'on tire des milieux naturels, dont les milieux humides. C'est non seulement comme aménagiste, mais je pense aujourd'hui que les citoyens sont de plus en plus conscients de cette richesse-là et de cette valeur, de ce patrimoine-là qu'on doit garder, qu'on doit pérenniser. Et c'est de plus en plus demandé par les citoyens. C'est de plus en plus des élus qui sont responsables et qui nous demandent d'aller dans ce volet-là. Puis, je pense aussi que, comme ville, on fait beaucoup d'efforts en la matière parce que ça fait partie de notre réalité quotidienne. Bien, nous, dans le fond, ce qu'on se dit, puis c'est un peu l'approche qu'on développe à la communauté métropolitaine de Québec, c'est extrêmement important maintenant de protéger nos prises d'eau. Et ça, là, on ne prend pas conscience à quel point l'eau, c'est une ressource qui nous est essentielle pour vivre, mais en même temps, c'est une ressource beaucoup plus fragile qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, le fleuve, malgré son côté majestueux, est quand même vulnérable. On a vu aussi comment nos lacs sont vulnérables, que ce soit au nord, dans la couronne nord de la communauté urbaine de Québec. Ici, nos affluents, la rivière Etchemin, la rivière Chaudière. Alors, nous, on a une prise d'eau dans la rivière Chaudière. C'est sûr qu'on souhaite préserver la qualité de ces eaux-là le plus possible pour les générations futures. Quand on voit, Mélanie, l'importance des infrastructures vertes, on l'a vu par rapport à notre santé mentale et notre santé physique, et qu'on voit là où on est rendu dans nos capacités d'évaluer certains milieux naturels en sachant qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur notre environnement, j'ai l'impression qu'on a quand même une certaine longueur d'avance, ou du moins qu'on est en bonne posture. En fait, en termes d'air protégé, là, qui sont protégés avec un règlement ou une loi ou avec une mesure quelconque, la région de Québec, la communauté métropolitaine est à un peu plus de 8 d'air protégé. Au niveau international, à la fin de l'année passée, on était supposé d'être rendu à 17 d'air protégé. Puis les prochains objectifs que les communautés se donnent à travers le monde en termes de conservation, on parle de 30 qu'on veut tendre vers un 30 d'air protégé. Donc, pour les prochaines années, à l'intérieur du nouveau plan d'aménagement de la communauté métropolitaine de Québec, ça va être justement de se donner des meilleurs objectifs de protection. C'est pas parce que ces milieux-là sont pas protégés qu'il se passe plein d'activités dessus. Là, ça se peut que sur le territoire, il n'y ait pas nécessairement d'endroit où il y a eu, comme mettons, un parc qui a été nommé avec une zone de conservation, on a des usines dessus. C'est pas ça que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de garantie légale qu'on va les protéger à perpétuité. C'est ça l'objectif, c'est qu'on se dit à ces endroits-là, on veut les protéger pour que dans 3-4 générations, on puisse encore en profiter. Donc là, l'objectif des prochaines années, ça va justement être de se dire c'est où les endroits qu'on veut protéger pour les prochaines générations. Pourquoi qu'on veut les protéger? C'est pour protéger beaucoup l'eau, mais aussi la biodiversité, d'avoir des corridors de déplacement sur le territoire pour les animaux. Donc, il y a encore énormément de défis pour protéger puis dire qu'on a des infrastructures. M. Duprat a fait justement une analyse des coûts de qu'est-ce que ça vaut, ces milieux-là. Bien, c'est une belle analyse pour dire qu'est-ce qu'on doit privilégier sur le territoire. Puis au moment où on se parle, si je reviens tantôt à ce que je dis, à savoir, il reste encore quand même beaucoup de forêts. Ce que ça prendrait, en fait, c'est une volonté politique. Bien, en fait, politique ou d'un entrepreneur privé ou d'un particulier qui décide, lui, de s'impliquer. Les décisions qui sont à prendre seraient juste
apprendre, finalement, parce Je que les pense territoires qu'il y a sont une- là. Il y a une planification à faire ensemble. Les municipalités peuvent être propriétaires d'un lot. Les organismes peuvent être propriétaires. Le gouvernement du Québec peut l'être. Donc, il y a plein de moyens. Puis on peut aussi demander au privé de faire des réserves naturelles. Il y a des régions qui se sont mobilisées. L'Estrie est vraiment au Québec l'endroit où il y a eu de mobilisation puis qu'il y a des organismes super investis pour de la conservation. On parle de corridors appalachiens, notamment, où on a protégé énormément de forêts. Puis on l'a même fait avec l'industrie forestière. Il y a des fois qu'on peut prendre une servitude sur des milieux naturels. Donc, il y a là vraiment un enjeu de taille. Et à la région de Québec est un peu en retard par rapport à ça, de dire on veut protéger quel milieu, puis comment on se mobilise, puis on le fait ensemble. Excellent. Écoute, un gros merci, Mélanie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Puis là, on va prendre vraiment le taureau par les cornes parce qu'on va parler du réel coût de l'eau.